Je disais que les finances publiques, comme je disais tout à l'heure, répondent sur le respect de la loi constitutionnelle, de la loi financière qui sont prévues, qui sont adoptées, dont la loi financière 1101. Mais les finances publiques reposent aussi, il y a un phénomène très important qui est le phénomène social. L'exemple justement qui coïncide avec la pandémie qui vient de s'abattre dans le pays, qui oriente l'action du gouvernement vers le social. Les finances publiques, vous comprendrez très bien que ça oriente aussi l'activité économique du pays. Par l'activité économique du pays, vous devez entendre que ce qui concourt aux opérateurs, les actions des opérateurs économiques, les commerçants, les transporteurs, les différentes activités en matière commerciale, les importations, les exportations. Vous allez parler de la production de minerais. Nous sommes un grand pays très riche, plus riche même que l'Arabie Saoudite, je le dis toujours, mais qui est très pauvre parce que faut reconnaître que le pays n'a pas profité de ses richesses jusqu'à aujourd'hui. Ces richesses ont été exploitées par ceux qui ont amené leurs capitaux ici et ils ont mis en place des codes miniers qui n'a été je ne sais même pas comment qualifier ça parce que le pays n'a pas profité de l'exploitation de nos minéraux. Où vous trouvez dans une société où on a décapité la Gécamine qui faisait la fierté de notre pays en créant des petites sociétés qu'ils appellent des joint ventures où ce sont les étrangers dont le capital est à 50, 60, 70%. Et le pays bénéficiaire, le pays n'a que 10% ou 20% ou 30% du capital. Et quand vous entrez dans les comités de gestion de ces sociétés-là, le pays n'est même pas représenté, ou s'il est représenté par de certaines personnes qui ne savent rien, qui ne comprennent rien. Ce sont les autres propriétaires de capitaux qui décident de ce qu'ils veulent payer à l'État comme ils veulent, de ce qu'ils veulent déclarer à l'État comme ils veulent. Et les nôtres qui étaient dans ce conseil d'administration n'étaient là que comme des fictifs personnes qui ne comprenaient rien pratiquement dans tout ça. Donc vous comprenez que sur le plan économique, le pays n'a pas profité du tout. Notre budget n'a pas suffisamment reflété la participation des produits miniers dont nous-mêmes, nous sommes les principaux responsables sans profiter à l'extérieur. Mais même maintenant, la situation n'a pas changé. Et ça, il faut vous mettre en tête, le gouvernement actuel du chef de l'État doit se battre encore davantage pour contrôler l'exploitation de nos produits miniers et reprendre les principaux actifs qui étaient disséminés dans les différentes joint ventures pour tromper l'opinion publique, et reprendre ça et renforcer la Gécamine, que la Gécamine reprenne sa gestion d'antan pour que nous puissions entrer en possession de l'exploitation de nos minéraux, des résultats de l'exploitation de nos minéraux pour financer le budget de l'État comme c'était avant une certaine période. C'est les minéraux qui finançaient plus de 60% du budget de l'État. Et aujourd'hui, ça ne représente même pas 10% du budget de l'État. Moi, je te dis en fonction de ce que je sais. Je suis un de ceux qui suivent les productions des sociétés minières chaque année dans le cadre de l'ITIE. Je suis moi-même le responsable de la section au sein de l'inspection qui suit les travaux, les réalisations des sociétés minières entre ce qu'ils payent à l'État comme impôts, comme taxes. Ça ne représente rien par rapport aux besoins de l'État et ça ne représente rien par rapport aux quantités de minéraux qui sont exportés chaque année
est vendu à l'extérieur, dans des bourses à l'extérieur, où le pays n'a même pas le moyen d'aller contrôler qu'est-ce qu'on a vendu et combien ces sociétés-là ont gagné. Et par rapport à ce qu'ils viennent déclarer à l'État congolais, il n'y a personne qui sait suivre ça jusqu'à présent. Donc c'est encore un grand problème sur le plan économique que nous devons nous battre encore jusqu'à présent pour que le pays puisse contrôler l'exploitation de nos minéraux, la vente de nos minéraux, savoir les revenus qui viennent de l'exploitation de nos minéraux pour financer le budget de l'État. Le budget qu'on a présenté, 11 milliards, moi j'ai dit que c'était réalisable dans mes études, et je l'ai démontré, mais je disais que ce n'était pas suffisant, parce que nous pouvions même aller au-delà de 20 milliards pour cette année ici, si on contrôle effectivement les revenus qui proviennent de la vente de nos produits miniers sur le marché international. Et qu'on contrôle toutes ces sociétés de joint venture qu'on a créées par-ci par-là. Vous comprenez vous-même le scandale qui se fait à la Gécamine avec les arrestations, la vente aux enchères de certaines sociétés par les dirigeants pour qu'eux-mêmes reviennent responsables de ces sociétés. Ils vendent une société à eux-mêmes, la société de l'État. Un individu vend et c'est à lui-même qui est l'acheteur, un individu, des biens de l'État congolais. Imaginez-vous sur le plan économique l'effet de la perte que cela peut avoir sur le budget. Alors, je vous assure que si nous entrons dans cette matière-là, et c'est normal d'ailleurs qu'on y entre petit à petit, et puis on va voir comment est-ce que nous entrerons dans les principes fondamentaux de gestion du budget de l'État. Parce que maintenant, j'ai cherché à montrer la constitutionnalité du budget de l'État, la légalité de ce que l'État fait en matière de budget et les différents phénomènes sur lesquels l'État doit faire beaucoup d'attention en préparant son budget et en exécutant son budget. Ce sont ces phénomènes-là que l'État doit veiller, respecter pour que l'exécution de la loi annuelle du budget soit effective et soit profitable à l'État congolais et au peuple du Congo. Voilà l'aspect sur la constitutionnalité, la légalité et la réglementation même de la loi sur le budget. Mais nous parlerons aussi de l'affaire du fait législatif du budget. Le budget, je vous dis, c'est un acte législatif. Le budget, c'est une loi. Mais cette loi-là, elle vient d'où? Qui prépare le budget et qui vote le budget avant que le budget soit une loi? Donc, quand le budget est une loi, la loi est opposable à tout le monde, que ce soit le chef de l'État, que ce soit le parlementaire, que ce soit le gouvernement, l'administration, le commun du mortel, les commerçants, tout le monde est soumis à respecter la loi. C'est une loi au même titre que toutes les autres lois civiles qui doivent être respectées. Et le non-respect de cette loi implique justement le recours à des sanctions administratives, des sanctions judiciaires, des sanctions pénales pour le non-respect de la loi. Donc je veux vous dire que parler de la loi annuelle de finances ou la loi du budget, c'est quelque chose de très important pour que nos amis qui vont suivre ce cours fassent beaucoup d'attention sur ce qu'ils doivent maîtriser dans leur tête et qu'il faut respecter la loi budgétaire,
c'est une loi qui est opposable à tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit n'importe qui doit respecter la loi budgétaire. Voilà, ça c'était le deuxième aspect sur lequel nous devrions... Voilà, donc avant de conclure cet aspect, ce chapitre, je disais que la pluridisciplinarité des finances publiques repose également aussi sur l'aspect politique des finances publiques. En ce sens que les finances publiques résultent de la volonté du gouvernement. Le gouvernement qui s'adresse au peuple et le peuple qui voit le programme du gouvernement et le peuple qui accepte et qui finance. Mais quand le peuple a financé le programme du gouvernement à travers le budget, le peuple attend voir ce que le gouvernement va faire sur les allocations budgétaires qu'on lui a données, sur le programme qui était prévu dans le budget. C'est le peuple qui va maintenant être le juge et l'avocat de tout ce qui va se passer. Alors, quand le peuple va se rendre compte que le gouvernement qui a préparé le budget, le Parlement a examiné, a voté le budget, et il a donné finalement l'autorisation au gouvernement d'exécuter ce budget-là, le peuple voit, le peuple suit, le peuple apprécie, et le peuple juge. Si le peuple s'aperçoit que la gestion de ce budget par le gouvernement ne respecte pas leurs besoins, alors en ce moment-là, le peuple peut se fâcher et il peut prendre une décision de dire non. On désapprouve l'action du gouvernement. C'est ce que nous appelons, en d'autres termes, l'incidence directe du budget sur le gouvernement. Donc le budget a une incidence, a une réaction, a une action directe sur le gouvernement quand il s'aperçoit que le gouvernement n'a plus respecté les engagements qui étaient prévus dans la loi budgétaire, quand il s'aperçoit que le gouvernement s'est engagé dans des actions, par exemple en matière d'impôts, en imposant au peuple la perception des impôts pour lesquels le peuple ne voit pas à quoi ça sert, le peuple peut se révolter, le peuple peut se fâcher et revendiquer même la révocation du gouvernement et la révocation même de l'action du chef de l'État parce que c'est lui qui a la tête de toute cette action politique. Donc vous comprendrez que l'action politique des finances publiques, elle est capitale. Elle est capitale parce que le peuple suit. S'il s'aperçoit que le gouvernement a mal géré, il y a le dysfonctionnement de l'administration, de la gestion des institutions politiques va apparaître. Il y aura une crise politique qui va apparaître, que nous avons échappé heureusement. Et en ce moment-là, vous comprenez que tout chavire et tout part en fumée parce qu'on n'a pas respecté la loi des finances. Donc, la loi des finances a une incidence directe sur la vie politique du pays. Donc, on doit respecter le budget et le réaliser selon ce qu'on avait prévu. Mais s'il y a des circonstances de force majeure, le cas actuel, le Parlement va se réunir pour étudier
et expliquer au peuple ce qui est arrivé, pourquoi on doit revoir le budget qui était prévu avant. Et le peuple doit être informé sur les nouvelles orientations, les nouvelles actions que le gouvernement va prendre à partir de l'argent qu'il paye au titre des impôts et tout ça. Donc tu comprends que le mariage entre le peuple et ceux qui nous gouvernent est un mariage qui repose sur un fil qui est très facile, facilement extensible, facilement qui peut se casser. Hein? Donc le gouvernement doit faire beaucoup d'attention en adoptant le budget, en l'exécutant pour répondre aux objectifs du peuple. Donc l'incidence politique des finances publiques sur la vie politique, c'est quelque chose de tellement sensible, de très important, parce que le contraire, c'est la révolte du peuple contre le gouvernement, contre le politique. Donc voilà, parmi les différents phénomènes qui interviennent dans la vie des finances publiques, je les ai circonscrits dans ce paragraphe-là, qui fait partie de la deuxième partie de notre cours. Prochainement, nous parlerons de la préparation du budget, des différentes chaînes de recettes, chaînes de dépenses, la nomenclature des différents types, des différentes sortes de recettes, des différentes sortes de dépenses, et qui exécute, qui fait le rapport. Et puis nous allons, dans l'autre chapitre après, parler de l'exécution, du contrôle plutôt, de tout ce qui a été fait en amont. Qui contrôle la préparation du budget? Qui contrôle l'exécution du budget? Et comment chaque organe de contrôle agit pour vérifier si le budget est bien exécuté ou pas? Il y a le contrôle politique, il y a le contrôle législatif, il y a aussi le contrôle administratif, tous ces contrôles l'objectif c'est de voir est-ce que le budget de l'État tel qu'il a été approuvé est bien géré. Ça sera le chapitre et puis nous allons conclure sur la nous aurons 5 séances, hein, je dis. Voilà. Donc nous avons fait une première séance pour situer les gens sur ce qu'ils entendent par le finances publiques. Et puis deuxième séance, c'est la constitutionnalité des finances publiques, son aspect légal, son aspect administratif, politique, économique, social, etc. Nous l'avons démontré précédemment. Nous allons parler le budget de l'État lui-même, sa préparation, son exécution, son adoption, quels sont les pouvoirs de chacune des institutions qui sont impliquées dans la gestion du budget de l'État. Et puis le contrôle et la conclusion.